Alors, on peut une nouvelle fois remercier le comité d'organisation parce que voilà un programme bien construit. On voit très bien là les liens entre ce que nous a raconté Yves autour de cette posture d'apocalypse, là, ces gens qui vont se mettre à révéler, en fait, et Simon Linguet, c'est vraiment comme ça qu'il se présente, par exemple, dans son conflit avec les économistes libéraux, les physiocrates, il se pose en révélateur, en racontant ce que tu disais également au départ, en racontant n'importe quoi, parfois, en racontant des histoires complètement délirantes sur le père de Turgot, sur Dupont de Nemours, etc., avec un don très très fort pour s'attirer les ennuis, et quelqu'un qu'on pourrait imaginer, tu parlais de Trump, sur le plateau de CNews, ça marcherait très très bien, très très bien. Alors on va passer à notre dernière intervention. Donc Hélène, je vous en prie, installez-vous. Donc Hélène Bones, vous êtes maîtresse de conférences en littérature du XVIIIe siècle à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes autrice d'une thèse qui s'intitule « Un journalisme d'expression personnelle, espion et spectateur dans la ville des Lumières, 1709-1799 ». Vous aviez dirigé en 2020 un dossier de la Revue d'histoire littéraire de la France consacré au babil au XVIIIe siècle, la parole bavarde, hors des cadres contraints. Et vous travaillez en ce moment à la publication d'un volume co-dirigé avec Lucien de Rennes consacré aux études de mœurs entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du journalisme scopique. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est à vous. Donc bonjour, merci beaucoup au comité d'organisation, merci beaucoup à Antoine Lilti, c'est un honneur d'être ici. Je suis très contente de venir vous présenter un ensemble de textes peu connus du siècle des Lumières, un ensemble peu connu aussi parmi les spécialistes de la presse, un ensemble qui relève beaucoup de ce qu'on rapprocherait, nous, de la littérature, dans le sens où il engage un rapport à la fiction et à la fiction de soi, qui est très présent. Donc, le journalisme scopique, regardez le monde, vaste programme. Je commencerai d'emblée par une première partie. Le monde et le moi, un paradoxe de la presse des Lumières. Je voudrais présenter ce paradoxe et pour ce faire, commencer par citer un périodique français datant de 1760, écrit par un auteur appelé Jean-François de Bastide, périodique qui s'intitule « Le Monde ». Alors, le journal ressemble très peu à notre quotidien bien connu en France. Ce périodique relève en partie d'une forme périodique propre au XVIIIe siècle, celle des spectateurs, que je présenterai ensuite. Alors, c'est un journaliste qui parle et qui nous dit « Je ne suis point journaliste, et non. Si j'écris l'histoire des mœurs, ces mœurs ont de tout temps subsisté. Mon travail est journalier, mais mon objet ne l'est pas. On était fou, avare, ingrat, envieux, il y a 1000 ans comme aujourd'hui. J'embrasse tous les temps, et ce n'est que de cette façon que je puis peindre tous les hommes. Il en échappera sans doute beaucoup au flambeau qui me guide dans mes recherches, mais ce sera la faute de ma vue et non pas de mes vues. En un mot, je suis spectateur et non pas journaliste, c'est-à-dire historien et non pas gazetier. » Donc, déclaration de principe de la part de Jean-François de Bastide. Il ne faut pas être grand clair pour repérer ici deux des thèmes clés de l'intervention que je propose aujourd'hui. Le monde, titre du périodique, dont les connotations se retrouvent dans cette prétention, dans l'extrait cité, à une forme d'exhaustivité et d'universalité. Il s'agit de parler de tous les hommes. D'autre part, second thème clé, le regard. Puisqu'il s'agit donc de peindre tous les hommes à l'aide de la vue et de se désigner en tant que spectateur. Alors attention, le monde ici n'est pas un terme qui invite à considérer l'intégralité du globe. Le monde ici n'est pas pris dans son sens physique, mais dans son sens mondain, celui de la société des hommes, celui qui vit, le mondain étant au XVIIIe siècle celui qui vit parmi les hommes, par opposition à celui qui se consacrerait à la réclusion monacale. Il s'agit donc pour ce spectateur journaliste d'étudier les hommes dans une visée que l'on rapprocherait aujourd'hui plutôt d'écrits de La Bruyère ou de La Rochefoucauld, pour le résumer très grossièrement. Il s'agit d'observer les mœurs qui sont perçues comme beaucoup plus durables qu'une actualité éphémère. Le journaliste, je le baptise ici comme cela malgré lui, par commodité, le journaliste ajoute une analogie. Le spectateur est historien et son ennemi, donc le journaliste, serait gazetier.
Il faudrait faire une petite précision terminologique ici, puisque ces mots n'ont pas au XVIIIe siècle le sens qu'ils ont aujourd'hui. Le mot journaliste au siècle des Lumières signifie l'auteur de journal, oui, mais plus encore, il a tendance à se doter de connotations péjoratives. On en a un petit peu parlé hier avec l'intervention de Marion Bretéché. Et le mot journaliste tend à désigner en particulier le critique, celui qui commente les activités, les productions d'autrui. Il désigne aussi, potentiellement, le vulgaire compilateur de nouvelles, le gazetier. Il est connoté péjorativement, et nombreux sont les auteurs de périodiques à refuser, comme Jean-François de Bastide, le terme de journaliste. Ici, Bastide lui substitue un autre terme, celui de spectateur. En effet, les journalistes, et notamment les critiques, sont vilipendés par les philosophes des Lumières, plus spécifiquement par la génération des encyclopédistes. Le paradoxe au XVIIIe siècle, paradoxe passionnant, est bien que nombre des encyclopédistes se font, à l'occasion, journalistes, et que l'activité de journaliste n'est pas nécessairement dissociable de celle de l'écrivain, le journalisme étant avant tout un support, et donc un support de publication comme un autre. Prenons l'exemple, par exemple, de Antoine Prévost, le célèbre auteur de Manon Lescaut, qui est aussi le créateur et l'auteur d'un périodique, Le Pour et Contre, qu'il publie de 1733 à 1740. Prévost s'adonne au journalisme en grande partie pour des raisons économiques, car les journaux se vendent, permettent aux auteurs souvent d'obtenir une bonne rémunération quand ils savent s'y prendre, et Prévost est un homme qui sait s'y prendre, qui sait négocier les contrats juteux et qui a du flair. Ce n'est pas anodin qu'il se consacre au journalisme. Jean-François de Bastide, de même, est aussi romancier, conteur, et en l'occurrence, dans ces années 1758-1760, il se sert du support périodique pour diffuser ses contes moraux. Pourquoi ? Il est dans une situation de concurrence avec Marmontel, qui est en train de sortir pas mal de contes moraux aussi dans le magazine d'actualité culturelle, on le baptiserait comme ça aujourd'hui, le Mercure de France. Marmontel a commencé à publier ses contes moraux à peu près en même temps que Bastide dans ce périodique. Le problème, c'est qu'en 1758, Marmontel prend la tête du Mercure de France. Bastide se doute que ses contes moraux, à lui, vont être réduits à peau de chagrin et se lance dans une entreprise périodique. Donc il y a vraiment le sens aussi de pouvoir, l'idée de pouvoir diffuser ses propres activités, ses propres textes. J'aimerais maintenant passer à un autre extrait qui me permettra d'illustrer la position ambivalente des auteurs et des philosophes des Lumières vis-à-vis du journalisme. Citation de l'encyclopédie dans un article de Diderot lui-même, l'article journaliste. Je lis. Journaliste, substantif masculin, littérature, auteur, qui s'occupe à publier des extraits et des jugements des ouvrages de littérature, de sciences et d'art à mesure qu'ils paraissent. Jusqu'ici, le jugement est neutre. D'où l'on voit qu'un homme de cette espèce ne ferait jamais rien si les autres se reposaient. Le jugement commence à s'infléchir légèrement. Il ne serait pourtant pas sans mérite s'il avait les talents nécessaires pour la tâche qu'il s'est imposée. Il aurait à cœur les progrès de l'esprit humain. Il aimerait la vérité et rapporterait tout à ces deux objets. Je m'interromps ici pour l'instant. La citation est en deux temps et repose sur un balancement très net. Ne rien faire si les autres se reposent, cela assimile directement le journaliste à un parasite, selon une critique topique du siècle des Lumières. Diderot n'innove pas ici. Il s'insère dans tout un ensemble de critiques, toujours de la part, souvent, des encyclopédistes qui se retrouvent souvent la cible des attaques des journalistes, donc qui se défendent en quelque sorte. Quand Bastide dit « je ne suis pas journaliste », il refuse de s'accoler l'étiquette d'un espèce de compilateur limité au présent. Toutefois, deuxième temps de la citation, il s'agit d'avoir à cœur les progrès de l'esprit humain et d'aimer la vérité. Voilà qui se reproche très étroitement de la définition du philosophe, selon la même encyclopédie. Il y a donc une proximité, une porosité très grande entre la posture du journaliste et l'ambition philosophique. Ce potentiel philosophique de l'activité journalistique est récurrent au XVIIIe siècle. Voltaire, par exemple, qui est connu pour sa véritable haine à l'égard des journalistes qu'il a dû subir, dont il a subi les critiques, Voltaire écrit pourtant à destination d'un philosophe clandestin, Boyer d'Argens, des conseils à un journaliste en 1737, dans lequel il incite le jeune auteur à s'adonner à un journalisme de type encyclopédique visant à la diffusion des connaissances. Il faut donc les philosophes des Lumières sont sensibles à la force de frappe de ce support mobile apte à s'insinuer partout. Diderot possède la même ambition, comme l'illustre la suite de l'article, et il reconnaît aussi la complexité de cette ambition philosophique.
Je continue donc la lecture de la citation. « Un journal embrasse une si grande quantité de matière qu'il est impossible qu'un seul homme fasse un médiocre journal. On n'est point à la fois grand géomètre, grand orateur, grand poète, grand historien, grand philosophe. On n'a point l'érudition universelle. » Alors, attention au contresens possible. Par médiocre, Diderot ici entend moyen, selon le sens réel de cet adjectif qui n'est plus employé dans ce sens aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire qu'il est mal employé, parce que j'ai tendance à croire que si les mots évoluent, tant mieux. On va dire qu'il n'est pas employé de la même façon qu'au XVIIIe siècle. Ce que veut dire Diderot, c'est qu'un seul homme ne peut réussir à lui seul à produire un journal correct, car il est impossible de posséder toute l'érudition nécessaire à l'ambition journalistique. Et Diderot appelle ensuite à la production d'un journal produit par une communauté de savants, de personnes éclairées. Ça peut vous rappeler quelque chose, comme le projet encyclopédique, par exemple. Alors Diderot ne fait pas le rapprochement, mais ce à quoi il appelle, c'est bien la production d'un journal encyclopédique produit par des personnes éclairées, des philosophes. Donc une encyclopédie bis, qui passerait par le support périodique. Dans la suite de l'article journaliste, il revient sur les qualités qui sont nécessaires au bon journaliste. Le bon journaliste est vraiment une espèce d'idéal fantasmatique du siècle des Lumières. C'est quelque chose qui revient tout le temps, quelque chose auquel on n'a jamais vraiment accès, mais qui est là, qui miroite au fond l'excellent journaliste. Je citerai quelques-unes des qualités de l'excellent journaliste. Il doit avoir des connaissances, du goût, de la sagacité. Il doit être équitable et ne pas donner dans la satire ou la critique assassine. Là, on sent les auteurs de l'encyclopédie qui sont énervés contre ces journalistes qui parfois leur tapent dessus assez sévèrement. Le bon journaliste ne doit pas plagier les auteurs qu'il cite ou qu'il commente, et il doit respecter les hommes de génie. Diderot donne comme exemple Montesquieu, Buffon, Voltaire. Donc, personnes qui sont des encyclopédistes ou des proches du cercle. Et enfin, alors je ne donne pas toutes les qualités de la suite de l'article qui est assez long. Je ne vais pas énumérer toutes les qualités nécessaires au journalisme, mais j'en donnerai une dernière. Le bon journaliste doit être aussi mesuré dans son enthousiasme, et donc, c'est moi qui fais ce lien-là, savoir modérer sa subjectivité. Cet ensemble de points semble dessiner l'idée de quelqu'un qui aurait un jugement éclairé, jugement qui ne s'affirme pas dans sa partialité et dans sa subjectivité propre, puisqu'il s'agit d'écrire à plusieurs, de viser l'équité et de ne pas s'adonner à l'expression d'une passion aussi subjective et nocive. Pas toujours chez Diderot, bien entendu, mais en tout cas une passion dangereuse comme l'enthousiasme. À présent, j'aimerais revenir à l'autoportrait. Après ce détour, j'aimerais revenir à l'autoportrait proposé par Jean-François de Bastide dans Le Monde. Je voudrais mettre au jour un paradoxe. Ici, dans cette citation que j'ai lue tout à l'heure, l'ambition est bien de peindre tous les hommes. On retrouve cette prétention à l'exhaustivité. Il s'agit d'embrasser tous les temps. Donc, ambition de la part du journaliste, comme s'il revenait à cet homme de se faire l'historien, selon le terme qu'il emploie lui-même, du temps présent. Pourtant, le journaliste assume dans cet extrait un prisme absolument subjectif. Bon, déjà, il emploie la première personne du singulier, cela le révèle assez. Mais c'est un phénomène stylistique aussi récurrent dans la presse du XVIIIe siècle, qu'on appelle presse d'ensemble très diversifié, qu'on appelle la presse d'expression personnelle, et sur lequel Alexis Lévrier fait porter ses travaux. Mais non content d'imposer la première personne du singulier, le journaliste impose un regard sur le monde. Et il le dit bien, s'il y a des erreurs, elles seront imputables à sa vue, mais non pas à ses vues. Que signifie cette distinction ? La vue file la métaphore du spectateur. L'idée, c'est que la vue du journaliste peut être plus ou moins bonne. C'est assumer une part d'erreur dans la production journalistique. En tout cas, les erreurs ne seront pas imputables à ses vues, c'est-à-dire à ses ambitions. Donc le biais subjectif assumé et ses limites ne sont pas perçus comme une gêne et ne paraissent pas devoir contrevenir à l'équité. Comment comprendre cela ? En se penchant sur cette famille de textes que j'ai regroupés sous le terme de journalisme scopique, un ensemble de textes qui, tout au long du XVIIIe siècle, mettent en scène un journaliste fictif qui ne correspond pas au journaliste réel et qui exerce un regard sur le monde et qui délivre ensuite le résultat de ses observations dans son journal. Ce sera le second temps de cette intervention. Le journalisme scopique configurait la déontologie journalistique. Je voudrais montrer le lien entre
cette famille de textes et des essais de configurer l'éthique professionnelle journalistique. Alors qu'est-ce que ce journalisme scopique? Je vais faire un petit point là-dessus. Il y a un paradigme optique et un paradigme communicationnel qui parcourt la presse du XVIIIe siècle. Bon, il relève plus globalement d'un dispositif plus vaste et propre aux modalités de la réflexion philosophique du temps, la figure du tiers critique. C'est une formule qu'emploie Bertrand Binoche dans son ouvrage « Écraser l'infâme, philosopher à l'époque des Lumières ». Le parangon de ce tiers critique pour nous, lecteurs du XXIe siècle, c'est le couple de persans, Usbek et Rica, qui se promènent dans Paris et délivrent, selon un point de vue décentré, un ensemble de critiques sur la France, ainsi également que sur leur propre Orient. Donc tiers critique qu'on retrouve massivement dans la littérature du XVIIIe siècle et dont on trouve une incarnation dans la presse, à travers ces deux figures, celle du spectateur et celle des espions. Donc deux personnages de journalistes qui donnent lieu à tout un ensemble de titres qui peuvent être plus ou moins fantaisistes, le spectateur français, le nouveau spectateur, l'espion anglais, l'espion français, l'espion chinois, etc. Ces personnages imposent une parole directe qui prétend à la transparence. On a un personnage qui impose un jeu et qui impose son regard. Donc impose une parole directe qui semble transparente et en même temps qui impose aussi un écran entre le journaliste réel et le contenu du journal, puisque ce n'est pas lui qui parle, mais son personnage fictif. Pour faire un point sur le personnage du spectateur, c'est un personnage, une figure qui est importée de la presse anglaise à partir du début des années 1710. Joseph Addison et Richard Steele publient de 1711 à 1714 le quotidien The Spectator, dont le personnage principal s'appelle Mr. Spectator. Alors, qui est Mr. Spectator? C'est un homme âgé qui a vécu par le passé, mais qui est revenu de tout, et qui est apte donc, qui a surmonté les passions, qui est apte à regarder le monde et à livrer ses conclusions philosophiques sur les mœurs de ses contemporains. Il est donc ancré dans un territoire citadin spécifique, celui de Londres, et il se promène dans les espaces publics ou semi-publics londoniens. Je vous ai mis le premier numéro ici, l'image du premier numéro de la traduction sur lequel je ne vais pas m'appesantir. Si jamais cet ensemble, je voulais dire que ce quotidien est traduit et imité assez rapidement dans toute l'Europe. Si cela vous intéresse, vous trouvez en ligne une base de données qui a été établie par l'université de Graz en Autriche, Moralische Wochenschriften, pour vous montrer l'ampleur de ce phénomène européen. La base de données regroupe la numérisation de nombreux journaux de type spectateur dans toute l'Europe. Donc vous avez la section Angleterre, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, et on trouve effectivement des titres qui, à chaque fois, imposent l'idée, la figure d'un personnage qui est souvent regardant. Ainsi, en Italie, on a une spectatrice ici, un observateur toscan, un philosophe à la mode, un Socrate vénitien, et en Espagne, un censeur, un écrivain sans titre, un penseur mexicain, etc. Et en France, tout un ensemble d'autres titres. Donc, une base de données très précieuse qui permet de prendre en compte, l'ampleur du phénomène européen des spectateurs. Oui, pour vous donner donc une idée d'un extrait du spectateur anglais, je vais citer la traduction ici pour vous donner une idée du ton de ces textes. C'est le premier numéro du périodique dans lequel Mr. Spectator décrit sa méthode, sa démarche. Il y a déjà quelques années que je réside à Londres, où l'on me voit souvent dans les endroits les plus fréquentés de la ville, quoiqu'il n'y ait qu'une demi-douzaine de bons amis qui me connaissent, et que je vous caractériserai un peu en détail dans mon second discours. Il n'y a point de rendez-vous public où je me trouve. Quelquefois, je me glisse au milieu d'un cercle de politique dans le café de Guillaume, et j'écoute avec une grande attention tout ce qui se dit dans ces petites assemblées. Quelquefois, je fume une pipe au café de Child, et lorsqu'on me croit le plus occupé à la lecture du postillon, je prête l'oreille à tous les raisonnements que se font à chacune des tables qu'il y a dans la chambre, à chacune des tables qu'il y a dans la chambre. Le dimanche au soir, je parais au café de Saint-Jacques, etc., etc. J'interromps ma lecture ici. Le journaliste définit sa méthode.
En France, cette vogue est patente jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution. Marivaux s'y adonne avec 3 périodiques, dont Le Spectateur français, périodiques qui sont disponibles, qui ont été réédités en poche, si cela vous intéresse, et très récemment, il y a une dizaine d'années, chez Garnier-Flammarion. Alors, je voudrais à présent insister sur un point. Le périodique anglais, il est traduit en français, mais il est diffusé en 6 volumes, à partir de 1716 et jusqu'en 1726. J'insiste sur ce point qui dit quand même beaucoup de la proximité entre support périodique et non périodique au XVIIIe siècle, et qui est essentiel si l'on veut, je pense, comprendre quelque chose à la presse du XVIIIe siècle. Ça ressemble souvent à des livres, les journaux qu'on lit. Le texte est donc découvert par un public français dans un format de volume. Nombreux sont les journaux à apparaître sous la forme de petits cahiers reliés, comme des petits livres, voire directement en volume. Donc très peu de journaux tels que nous les visualisons aujourd'hui et qui correspondraient au format du Monde ou de Libération. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que cela interroge le statut éphémère ou non de ces textes et de leur contenu. C'est en effet, heureusement, grâce à ces publications en volume, que nous avons gardé trace d'une grande partie des périodiques du XVIIIe siècle, qui sinon seraient sans doute détruits ou perdus. Et la publication en volume est déjà perçue à l'époque comme une preuve du succès de l'œuvre. Pour les journaux qui sont diffusés en petites feuilles volantes, être réédité en volume signifie que le journal a eu du succès, qu'il mérite d'être conservé. Là-dessus, le XIXe siècle y perd presque, car la réédition y est un peu moins fréquente, et j'aimerais faire un petit détour par le XIXe siècle. Jules Vallès souhaite d'ailleurs produire un journal d'une qualité telle qu'il serait présent dans les bibliothèques. Je ne vais pas m'arrêter longtemps sur cette citation, mais c'est un journal que Vallès a créé, qui s'appelle La Rue, qui date de 1867, et il a l'ambition que La Rue, je cite, c'est le 2e paragraphe, devienne donc la tribune du peuple, le confident de l'individu, non pas le journal de quelques-uns, mais l'œuvre de tous. Et je continue. Ce ne serait point une feuille seulement amusante et frivole, une publication éphémère et banale, tas de papier qu'à la fin de l'année on revend ou l'on brûle. C'est vrai que le feu médiatique, ça peut être aussi le feu qui détruit ces feuilles aussi fragiles, et c'est peut-être d'ailleurs le paradoxe ou l'insolence suprême de ce support qui est tellement fragile et qui réussit pourtant à embraser les imaginations. Ce serait donc à un chapitre par semaine l'histoire pittoresque, exacte et saisissante d'un pays étrange et passionné. On aurait, au bout d'un temps, dans un coin de sa bibliothèque, la vie moderne tout entière renfermée. Donc, ambition de passer au stade de la bibliothèque, extrait qui fait écho avec une citation de Rousseau qui dévalue le support périodique et qui, de même, mobilise, pour dévaluer ce support, sa fragilité. Ainsi, bien entendu, que le fait que le journal est lu par des femmes. Qu'est-ce qu'un livre périodique? C'est un ouvrage éphémère, sans mérite et sans utilité, dont la lecture négligée et méprisée par les gens lettrés ne sert qu'à donner aux femmes et aux sots de la vanité sans instruction, et dont le sort, après avoir brillé le matin sur la toilette, est de mourir le soir dans la garde-robe. Donc, condamnation du journal trop fragile, le journal trop frivole. Et au XVIIIe siècle, cette haine, cette critique du journal est patente, et on peut considérer que les journalistes ne cessent de configurer des dispositifs leur permettant, c'est une hypothèse que je soumets, leur permettant de lutter contre cette attaque permanente. Et les spectateurs et les espions sont un moyen de cette lutte. Je vais maintenant préciser, il me reste, je crois, 9 minutes. 8, oh là là, attention. C'est vraiment juste pour m'embêter, ça. Ça ne marchera pas. 9 minutes, donc, et... 9 minutes, donc, pour dire ce qu'autorise le regard du spectateur et celui de l'espion, dans ce lien avec la déontologie. Alors, premier point, ces formes de journalisme d'expression personnelle autorisent une reconfiguration individuelle de l'expérience vécue, de l'expérience journalistique, au service de la cohésion du journal. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi je dis que le journal a besoin d'aide pour être cohérent? Parce que cette peur de l'obsolescence et de la destruction au XVIIIe siècle va aussi avec une peur de la dispersion des sujets. Si on a peur que les feuilles volantes se perdent, se brûlent, c'est aussi que leur contenu ne serait peut-être pas assez précieux, serait trop éclaté pour mériter d'être conservé. Le choix de ces personnages, type espion ou spectateur, permet une reconfiguration du temps parce qu'ils imposent un regard qui unifie les perspectives, fragmentées, risque inhérent à celui de la forme périodique, celui de la dispersion du regard, des sujets, de la parole. C'est ce qu'on peut voir dans un extrait assez connu du Spectateur anglais, toujours le premier numéro. Alors, c'est au début du 2e paragraphe. « Je vis ainsi dans le monde, plutôt comme un spectateur du genre humain
que comme un individu de la même espèce. De sorte que je suis devenu par là un politique, un soldat, un marchand et un artisan, du moins pour la théorie, sans m'être mêlé jusqu'ici de la pratique. Le mouvement est double. La position de spectateur permet la démultiplication. Se tenir au rôle de spectateur permet de ne jamais agir, peut-être de ne jamais choisir. Regarder revient à s'investir dans la société sans prendre une place fixe. Mais l'unicité du regard autorise en retour une saisie cohérente du monde, qui autorise aussi l'ambition philosophique et l'exercice d'une pensée suivie. Je prendrai comme autre exemple un extrait très connu, mais que j'aime beaucoup citer, du Spectateur français, périodique rédigé par Marivaux de 1721 à 1724, avant que Marivaux s'illustre dans la carrière théâtrale. Le journalisme, souvent aussi un moyen de faire un coup d'essai pour des écrivains qui ont envie de s'adonner à l'écriture. Le personnage qui dit « je » donc, est un spectateur français qui commence ainsi un de ses numéros. Voilà, on est à la 5e feuille. Pour situer rapidement ce texte, nous sommes peu après l'entrée de l'infante dans Paris. L'infante d'Espagne, promise au jeune Louis XV, qui entre dans Paris dans une cérémonie spectaculaire en mars 1722. La Gazette, journal officiel avalisé par le pouvoir, donne un compte-rendu officiel de l'événement qui s'arrête sur le caractère monumental de cette cérémonie. Maintenant, j'aimerais lire ce que proposent ces journaux qui incitent à jeter un regard assez décentré sur le monde, parce que Marivaux, ici, va, disons, s'éloigner de l'événement tel qu'il pourrait être traité dans la Gazette. J'ai promis un rêve, je m'en ressouviens, mais c'est un rêve qui ne roule que sur l'amour. Amis lecteurs, en vérité, cela peut se différer. Donc, premier signe d'indifférence vis-à-vis de ce qu'on a dit précédemment. Je me sens aujourd'hui dans un libertinage d'idées qui ne peut s'accommoder d'un sujet fixe. Expression d'une humeur personnelle, subjective, qui invite donc à passer d'une idée à l'autre, sans cohérence nécessaire. Je viens de voir l'entrée de l'infante. J'ai voulu parcourir les rues pleines de monde. C'est une fête délicieuse pour un misanthrope que le spectacle d'un si grand nombre d'hommes assemblés, c'est le temps de sa récolte d'idées. Cette innombrable quantité d'espèces de mouvements forme à ses yeux un caractère générique. À la fin, tant de sujets se réduisent en un. Ce n'est plus des hommes différents qu'il contemple, c'est l'homme, représenté dans plusieurs mille. On voit que le texte se détourne complètement de l'événement pour se tourner plutôt vers la description du public, qui se trouve représenté dans le média qu'est le journal, le public qui regarde l'événement. Et en fait, Marivaux ne va pas s'intéresser au public qui regarde l'événement. La curiosité du journaliste va se porter dans la suite du texte sur un savetier qui doit travailler et qui n'a pas le temps de regarder l'entrée de l'infante dans Paris, parce qu'il doit travailler pour gagner son pain. Et c'est finalement avec cet individu que le journaliste va s'entretenir. On voit qu'il y a ici une quête philosophique, voire anthropologique. Saisir donc l'homme représenté potentiellement dans plusieurs mythes. Ainsi, au XVIIIe siècle, le journal devient le support de l'étude anthropologique en raison de sa forme même, qui autorise une saisie très souple, renouvelée et nuancée de ces objets d'intérêt. J'aimerais à présent en venir à un second apport de ce dispositif du personnage dans la presse. Ces spectateurs et ces espions cristallisent une tension entre bienséance et subversion. Pourquoi ? Parce que le spectateur est un personnage qui relève des codes de l'attitude mondaine. C'est un homme raisonnable, sérieux, qui peut pénétrer dans des cercles mondains de façon très libre et très raisonnée, qui se tient au code de la bienséance. De l'autre, on a cette autre famille de textes, celle des espions, qui se fait beaucoup plus subversive, qui assume une part de marginalité qui serait peut-être inhérente à l'enquête journalistique et qui se trouve donc formulée dans ces textes de façon implicite. Les espions constituent une famille de textes qui apportent un contrepoint beaucoup plus subversif à celle des spectateurs. C'est une forme périodique publiée pendant les guerres européennes. Quelques titres, un titre, l'espion anglais ou correspondance entre Milord All Eye et Milord All Ear, texte qui date de 79 à 84, donc Milord tout yeux et Milord tout oreille. Ces journalistes se mettent en scène en tant que canailles. Ils évoquent l'actualité politique de façon beaucoup plus directe que les spectateurs qui se concentrent sur des sujets philosophiques et moraux. Et ces textes type espion en viennent même à formuler une définition du journalisme qui passerait par l'attitude de l'espionnage.
Alors là, c'est un extrait que je n'ai pas lu par manque de temps, mais je passe donc à cette citation d'un périodique de Jean-Jacques Rutledge qui s'appelle Le Babillard. Comme je le disais, le paradigme optique et communicationnel sont liés. Et dans Le Babillard, Rutledge se met en scène en tant qu'espion. J'ai toujours pensé qu'un infatigable espion qui connaîtrait tout le monde, qu'un questionneur adroit et subtil qui vous démêlerait avec politesse les tenants et les aboutissants d'un homme, ferait des ouvriers aussi essentiels à la fabrication d'un journal moderne que l'écrivain éloquent et docte, qui en rassemble les membres épars et qui leur donne le dernier lustre. L'espion, ouvrier essentiel à la fabrication d'un journal moderne. C'est donc assumer une part de marginalité parce que la figure de l'espion est très mal vue au XVIIIe siècle. C'est vraiment une figure considérée avec beaucoup de méfiance. Je conclurai à présent en disant que ces personnages de regardeurs, qui relèvent de ce que j'ai nommé le journalisme scopique, permettent de mettre en scène et de révéler au sein du journal même les difficultés du travail journalistique. Difficultés qu'a relevé par exemple l'article de l'encyclopédie que je citais tout à l'heure. Cette presse devient un lieu de configuration, d'interrogation sur l'éthique et le rapport du journaliste à la matière qu'il étudie. Ceci permet aussi d'envisager l'intérêt d'une presse profondément subjective qui révèle son caractère subjectif, parce que cette mise en avant volontaire de soi autorise à une ambition philosophique et morale qui serait, selon les auteurs de Spectateur et d'Espion, qui serait bien supérieure à celle de l'actualité éphémère, celle des gazettes par exemple, qui répètent leur contenu, qui se plagient mutuellement, qui souvent font des erreurs. Il vaut mieux atteindre la nature même de l'homme, donc se détourner du spectacle de l'infante, du spectacle aussi du public regardant l'infante, pour se tourner vers l'étude de celui qui ne regarde pas et s'interroger sur les raisons de ce non-regard, en l'occurrence les contraintes professionnelles. Ben voilà, j'ai fini.